Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue au 19h de ce 11 décembre. À la une de l'actualité, le président de la République, Ahmed Tebboune, met en avant le rôle vital de l'État dans le renforcement des acquis sociaux et des défis relevés dans la construction de l'Algérie nouvelle. Message aux participants aux travaux du séminaire international des acquis sociaux et à enjeux économiques. Inauguration à Oran de l'usine automobile Fiat, premier jalon vers la création d'une réelle industrie automobile. Renforcer le tissu pour la sous-traitance également, des exemples dans ce journal. Commémoration des manifestations du 11 décembre 1960, les musées, témoins et espaces qui préservent la mémoire nationale. Nous irons au musée d'El Moudjahid et à Al-Jaish dans cette édition. Le point sur la situation à Gaza, meurtrie par les bombardements et les attaques sionistes, mais aussi l'embargo général qui lui est imposé. Un mouvement de grève en solidarité avec les Palestiniens a été suivi dans plusieurs pays du monde. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. Je vous le disais en titre, le Premier ministre Nadel Arbaoui a présidé ce lundi au CIC Abdellatif Rahal l'ouverture des travaux du séminaire international Acquis sociaux à enjeux économiques. Événement placé sous le haut patronage du président de la République, Ahmed Tebboune, organisé à l'initiative du ministère de la Solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme en coopération avec le Fonds des Nations Unies pour la population en Algérie. Cette rencontre se tient en présence de la ministre de la Solidarité Kautar Kerikou, des membres du gouvernement, la présidente de la Fédération des femmes chinoises, les ministres des Affaires sociales de pays arabes et africains par visioconférence, en plus de représentants de plusieurs instances régionales, des experts activant dans le domaine social. L'ouverture des travaux a été marquée par l'allocution du président de la République, lue par le Premier ministre Nadel Arbaoui, dans laquelle il a mis en avant les plus importants acquis sociaux réalisés par l'Algérie ces dernières années pour améliorer le niveau de vie des citoyens. Le président de la République a affirmé que le pays a fait face à de multiples enjeux dans la construction de l'Algérie nouvelle, des défis qu'il a relevés avec une grande volonté pour rattraper les accumulations économiques et sociales et construire une économie efficiente et compétitive en veillant à hisser à la vie sociale au plus haut niveau en réponse aux aspirations du peuple. On écoute. Dans le processus de l'édification de l'Algérie nouvelle, notre pays a fait face à de nombreux défis d'une grande complexité que nous avons relevés avec une volonté forte et sincère pour rattraper les accumulations des situations socio-économiques difficiles et construire une économie efficiente et compétitive tout en œuvrant à hisser la vie sociale à des niveaux supérieurs pour répondre aux aspirations du peuple algérien. Conscient des relations étroites qui existent entre la réalisation des taux de croissance économique et le renforcement des politiques sociales, l'Algérie a lancé un grand chantier de réforme économique pour diversifier l'économie nationale, libérer l'esprit d'initiative et améliorer le climat des affaires et de l'investissement. Ces réformes ont été couronnées par la révision globale de l'arsenal juridique lié à l'investissement selon une approche basée sur la transparence, la lutte contre la bureaucratie, l'équité entre les opérateurs économiques en sus de l'adoption d'un nouveau modèle dans l'attribution du foncier économique destiné à l'investissement. ومحاربة البيروقراطية والمساواة بين المتعاملين الاقتصاديين. Le président de la République, qui a passé en revue les grands efforts fournis par l'Algérie en matière de renforcement des acquis sociaux, a évoqué l'ambitieuse politique de l'emploi adoptée par l'Algérie à travers des mesures qui se sont reflétées positivement sur les indicateurs économiques nationaux et ont diminué la dépendance aux hydrocarbures. Ces mesures ont permis la création de dizaines de milliers de postes d'emploi. On écoute.
La politique de l'emploi en Algérie a bénéficié d'une attention particulière à travers le lancement d'une large opération permettant à des centaines de projets d'investissement en suspens d'être mis en service, ce qui a conduit à la création de dizaines de milliers de postes d'emploi, en plus de l'octroi d'une allocation pour les primo-demandeurs d'emploi, afin de leur garantir un accompagnement durant leur recherche d'un poste d'emploi, dans des conditions préservant leur dignité, avec en parallèle l'augmentation de la cadence d'insertion pour ceux bénéficiant du mécanisme d'aide à l'insertion professionnelle des jeunes. Toutes ces mesures ont permis d'améliorer les indicateurs principaux de l'économie nationale, de l'affranchir davantage de sa dépendance aux hydrocarbures et de créer de grandes opportunités au profit des opérateurs économiques et porteurs de projets pour développer leurs activités et contribuer à la création de richesses et renforcer ainsi les taux de croissance. Le président de la République a réitéré le rôle dynamique de l'État dans le renforcement des acquis sociaux pour répondre aux besoins et les services de base des citoyens, notamment les franges fragiles, ceci en adoptant une stratégie améliorant ces services et leur qualité et garantissant l'égalité d'accès. Le président a insisté. Tous ces programmes visent à améliorer le quotidien du citoyen et renforcer son statut en tant qu'élément central des politiques de développement. Tous ces programmes ont pour seul objectif d'améliorer la qualité de vie du citoyen et de renforcer sa place en tant qu'axe principal des politiques de développement dans le cadre d'une approche et d'une vision stratégique basée sur la durabilité et la justice, dans la redistribution des richesses dans un contexte d'une dynamique globale de changement et de réforme. La politique sociale de l'État devrait être renforcée prochainement avec la concrétisation des mesures relatives aux revalorisations des salaires et la diminution des charges fiscales à partir du début de l'année 2024, en plus des résultats positifs prévus suite à l'entrée en application du nouveau code de l'investissement et le parachèvement de l'action des différents mécanismes dédiés à l'accompagnement des investisseurs, en plus du taux d'avancement réalisé dans la concrétisation des grands projets stratégiques de valorisation des ressources minières et de développement des infrastructures de base à travers les 4 coins du pays et de la concrétisation sur le terrain des programmes de développement local et d'aménagement du territoire. De son côté, la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Kauter Kriko, a affirmé que le caractère social de l'État algérien était un principe immuable et ancré depuis l'indépendance de l'Algérie, qui a œuvré à adapter son contenu aux exigences actuelles, notamment en vertu de l'amendement de la Constitution de 2020. Les efforts s'intensifient et les mécanismes se multiplient pour la réalisation d'un objectif souverain par les hautes autorités du pays, représentées en la personne du président de la République, qui est la préservation du caractère social de l'État algérien en tant que principe ferme, ainsi que le renforcement de son système de protection pour la relance de l'économie nationale. Ce sont des acquis que nous nous attellerons à préserver et à développer en concordance avec les aspirations du peuple en matière de développement durable. Et ce séminaire international est l'occasion de souligner l'importance des acquis sociaux et qui sont à même de renforcer la cohésion et la justice sociale. La ministre de la Solidarité nationale n'a pas manqué d'exposer les efforts de l'Algérie en la matière, l'intérêt qu'accorde le président de la République à la prise en charge des préoccupations des citoyens. D'importants progrès ont été accomplis par l'Algérie dans le cadre du renforcement du caractère social de l'État, créant ainsi une expérience novatrice, plaçant le citoyen au sommet de toutes les priorités. Cette conférence met en avant les acquis sociaux et les enjeux économiques à travers l'échange d'expériences entre les différents pays participants.
La raison fondamentale derrière la réussite de la Chine est la création d'une synergie entre les autres gouvernements et les agences pour promouvoir la condition de la femme. Le CPC a toujours respecté l'égalité des genres, c'est même l'un de nos buts politiques. Pour parvenir à arrêter la violence faite aux femmes, la Chine a toujours été juste envers les deux sexes. Nous avons fait des efforts colossaux pour défendre les droits des femmes et préserver leur place dans notre société. Nous avons également fait en sorte de promouvoir la justice sociale. Également, en vue de renforcer ces acquis, les États membres de l'Union africaine ont adopté un certain nombre de politiques et de traités sur le développement social. Nous voulons nous assurer des droits à la protection de tous nos citoyens, l'accès aux services de protection sociale. Nous avons également le protocole sur la protection sociale et la sécurité qui stipule que tout citoyen a droit à la protection sociale, ce qui oblige nos États membres à veiller à ce que cette protection soit disponible, accessible et adéquate et abordable et de manière transparente. Les femmes sont au centre des préoccupations. Désormais, elles participent à l'investissement social et économique du pays, grâce notamment à l'attention particulière qui leur est accordée, spécifiquement les femmes au foyer et celles vivant en milieu rural. Je me suis convertie vers l'artisanat, en commençant par la peinture sur verre. Après, j'ai bénéficié d'une formation par billet de l'État, qu'on remercie. La formation, c'était le fusing et le vitrail. Maintenant, je fais des créations, des œuvres d'art, on fait les bijoux, le recyclage, on fait même les recyclages des bouteilles. Je suis femme au foyer. Grâce au soutien de l'État, j'ai bénéficié d'une formation et je me suis lancée dans la création de bijoux. Actuellement, j'ai mon propre business et j'encourage toutes les femmes algériennes à s'affirmer. Une série de recommandations visant à renforcer les mécanismes de protection sociale a été adoptée à la fin de cette rencontre. L'accent a été mis sur l'impératif de valoriser et renforcer les acquis sociaux au profit de différentes franges de la société. Voilà pour ce séminaire international sur les acquis sociaux abrité par Alger. Dans l'actualité, inauguration ce lundi à Oran de l'usine automobile de la marque italienne Fiat. Une cérémonie est présidée par le ministre de l'Industrie en présence du vice-ministre italien de l'entreprise et du Made in Italy, le directeur général du groupe Stellantis, également auquel appartient la marque. Ce projet structurant a été réalisé en un temps record. L'accord cadre avait été signé en octobre 2022. Avec une capacité de production initiale estimée à 60 000 véhicules par an, l'usine atteindra 90 000 véhicules dans une seconde phase. Elle produira 3 types d'automobiles jusqu'en 2026. L'usine a employé 300 travailleurs durant l'année en cours et 300 autres devraient l'être en 2024. Et pas moins de 16 opérateurs ont obtenu les autorisations pour la création d'usines automobiles. Le cahier des charges implique le lancement d'unités de pièces détachées, celles-ci dans le but d'enrichir le tissu industriel déjà existant. Certains constructeurs aspirent à atteindre un taux d'intégration nationale de 60%, nous dit Yasmine Amri, Malika Bellel. Avec le lancement de l'usine Fiat et le projet du constructeur Chery à Bourg-Bouarerij, l'Algérie s'apprête à faire son entrée officielle dans la production automobile. Aujourd'hui, le regard des responsables du secteur est tourné plus que jamais vers le développement du tissu industriel et des réseaux de sous-traitance. Il y a l'ouverture de plusieurs entreprises industrielles, des entreprises maintenant qui se spécialisent dans la fabrication. De ce fait, il y a un vivier important, c'est-à-dire à exploiter et à développer pour atteindre nos objectifs d'intégration nationale. Lors d'une récente intervention au Conseil de la Nation, le ministre de l'Industrie et de la Production pharmaceutique, Ali Aoun, a révélé que 16 opérateurs avaient obtenu des autorisations pour la création d'usines de pièces détachées. Une annonce qui témoigne de la volonté de l'Algérie de développer le secteur de la sous-traitance automobile. Des entreprises algériennes ont également investi dans la fabrication de pièces de rechange destinées à l'industrie automobile pour investir le marché prometteur de la sous-traitance.
Déjà, on peut commencer avec les 12 à 15% de taux d'intégration, selon les modes de calcul, anciens modes de calcul de taux d'intégration, avec une ambition d'atteindre, même certains constructeurs parlent de plus de 60%, et c'est ça qu'on veut. L'objectif, c'est pas uniquement de faire de l'intégration nationale, mais c'est d'avoir une forte valeur ajoutée et d'avoir, c'est-à-dire plus d'emplois à créer et plus de technologies à localiser localement. Alors, concernant la batterie automobile, notre produit, il a un taux d'intégration de 90%. Le taux d'intégration de 90% dû au recyclage des batteries usagées. Là, c'est une partie de l'intégration. La deuxième partie, c'est, comme vous voyez ici, on a intégré l'injection plastique, à savoir le bac et le couvercle et tout accessoire en plastique qui compose la batterie automobile. Le secteur automobile en Algérie se trouve à un tournant. Le développement industriel et l'essor de la production automobile associé à la montée en puissance de la sous-traitance ouvrent de nouvelles perspectives pour le pays. Toutefois, des défis subsistent, notamment en matière de qualité, de normes internationales et d'attraction d'investissements étrangers. On a signé plusieurs des conventions, protocoles d'entente avec les constructeurs automobiles, c'est-à-dire y compris Renault, Stellantis, c'est-à-dire avec l'usine PCPA, et Volvo Truck, c'est-à-dire pour la construction des camions, et d'autres suivront, c'est-à-dire même d'autres constructeurs de marques chinoises qui ont fait appel à nous. Le développement réussi de la sous-traitance automobile en Algérie pourrait contribuer à renforcer la compétitivité de l'industrie nationale et à créer des emplois de qualité. Cependant, il est essentiel que les pouvoirs publics, les opérateurs locaux et les investisseurs étrangers travaillent de concert pour concrétiser cette vision. Et en marge de sa participation, sa qualité de représentant du président de la République, sa participation au 21e forum de Doha, le ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, a eu ce lundi des entretiens bilatéraux avec son homologue rwandais, Vincent Biruta. À cette occasion, les deux parties ont passé en revue les voies et les perspectives de renforcement des relations de coopération bilatérale dans le cadre de l'adoption de l'agenda des prochaines échéances, notamment l'action de la commission mixte algéro-rwandaise et les travaux de la commission des concertations politiques. Les deux ministres ont échangé les vues sur les derniers développements de la situation au Proche-Orient, dans la région des Grands Lacs et au Sahel. Le ministre des Affaires étrangères de la communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, a visité le stand Algérie à l'Expo horticole internationale Doha 2023. Attaf a fait une halte dans les différentes parties du stand algérien où il a eu des explications sur les cultures et techniques horticoles dans le pays, notamment en matière d'économie d'eau. Le ministre de l'Énergie et des Mines, Mohamed Arqab, a pris part aux travaux de la 12e conférence arabe sur l'énergie. L'événement qui se tient les 11 et 12 décembre sous le thème Énergie et coopération arabe est organisé sous le patronage de Cheikh Tamim Ben Hamed Al Thani, émir de l'État du Qatar, en sus de plusieurs ministres et responsables spécialisés dans l'énergie dans le monde arabe. La conférence traite plusieurs dossiers importants, à leur tête les développements internationaux sur les marchés mondiaux de l'énergie et leurs répercussions sur le secteur arabe de l'énergie, outre des questions liées à l'énergie, à l'environnement et au développement durable. Et en marge de la conférence, le ministre de l'Énergie et des Mines prendra part à la 111e réunion du Conseil des ministres et des pays arabes exportateurs de pétrole. L'Algérie commémore le 63e anniversaire des manifestations du 11 décembre 1960. Le président de la République avait envoyé hier un message dans lequel il a affirmé que cette commémoration intervient dans une période de défis multiples auxquels l'Algérie fait face avec une volonté sincère et forte, inspirée des chouhada et des moudjahidines, dont déni de soi et la poursuite des efforts de développement du pays. La cérémonie officielle a été présidée ce lundi par le ministre des moudjahidines et des ayants droit, l'Aïd Al-Bira Atiaret, qui a rappelé les grands sacrifices du peuple algérien et sa résilience face à la barbarie coloniale. Je vous invite à écouter le ministre des Moudjahidines.
Les résultats enregistrés aujourd'hui par l'Algérie dans tous les domaines et à tous les niveaux dans le contexte régional et international actuel reflètent la qualité de la stratégie adoptée, la clairvoyance et la volonté qui animent les hautes autorités du pays, lesquelles avancent à pas sûr dans la concrétisation du projet de développement durable. Nous nous remémorons aujourd'hui la résilience et la résistance du peuple algérien contre le colonialisme, alors que nous suivons avec beaucoup de tristesse la situation tragique que vit la Palestine, qui subit une agression barbare et des crimes et massacres atroces commis par l'entité sioniste contre le peuple palestinien frère. Dans le cadre de la préservation de l'histoire et de la mémoire nationale à travers la commémoration de diverses fêtes, événements nationaux et tapis historiques à l'image des manifestations du 11 décembre 1960, le musée central de l'armée a organisé ce lundi des activités historiques commémorant cet anniversaire sous le slogan « Les manifestations du 11 décembre 1960, épopée d'un peuple qui a voulu la liberté ». Walid Yousfi pour les détails. Lors de cette manifestation commémorative, un colloque historique a été organisé, à l'entame duquel un film documentaire intitulé « La révolution de libération, la stratégie de la victoire » a été projeté. Diverses interventions et un témoignage vivant d'un moudjahid qui a vécu l'événement ont également été présentés avant l'inauguration d'une exposition de photographie historique perpétuant cette étape historique importante de notre glorieuse révolution de libération nationale. Cette célébration a également été marquée par la présence de Madame Zoubiri Khaira, la veuve du défunt Moudjahid, le colonel Youssef El-Khatib, où des photographies sur la Wilaya 4 historique et des pièces d'armes appartenant au défunt Moudjahid, le colonel Youssef El-Khatib, ont été exposées. Ces pièces d'armes ont été remises au ministère de la Défense nationale par la veuve du défunt, conformément à sa volonté personnelle exprimée de son vivant, et ce, afin de les exposer au niveau du musée central de l'armée. À l'issue de cet événement et au nom du général d'armée Saïd Chengreha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, l'épouse du défunt a été honorée en signe de considération pour cette honorable initiative qui est à même de préserver la mémoire nationale et de transmettre aux générations qui se succèdent ces valeurs authentiques d'héroïsme, d'abnégation et de sacrifice envers la patrie, mais aussi en hommage à cette figure nationale historique et sa place remarquable dans notre glorieuse révolution de libération. Et une cérémonie hommage aux Moudjahidines à l'occasion de la célébration des manifestations du 11 décembre 1960 a été organisée à l'ambassade d'Algérie à Paris en présence de l'ambassadeur algérien en France Saïd Moussi et du recteur de la mosquée de Paris, Chemseddine Hafiz. Je vous invite à écouter ces déclarations. Le 63e anniversaire des manifestations du 11 décembre 1960. Et comme vous le savez, ces manifestations ont constitué un moment décisif de la guerre pour l'indépendance. Et à cette occasion, le peuple algérien est sorti en masse pour montrer sa détermination à son droit à l'autodétermination et pour l'indépendance du pays. Allah yarham shuhada, ce sacrifice, ces sacrifices, ont finalement conduit à l'indépendance de l'Algérie. Et témoin de l'histoire de l'Algérie, le musée d'Al-Moudjahid à Alger. Les expositions se dévoilent comme des chapitres vivants de la résistance populaire. Les visiteurs y viennent de plusieurs wilayas et même de l'étranger. Reportage de Mariam Damis. Situé au pied du monument des martyrs, le musée national du Moudjahid est un livre ouvert sur la résistance et la révolution algérienne. Les documents historiques et les objets d'une valeur inestimable remplissent les vitrines, témoins authentiques de la lutte acharnée des héros de l'Algérie qui ont sacrifié leur vie pour une Algérie indépendante. Chaque coin raconte une histoire, ce qui offre aux visiteurs un aperçu global et détaillé des étapes phares de la lutte armée. Nous sommes venus visiter Alger et en même temps découvrir l'histoire de notre pays. C'est la première fois que je visite le musée du Moudjahid et j'ai vu plein d'objets et de pièces qui remontent à l'époque de la guerre de libération. C'est la deuxième fois que je viens en Algérie. J'ai profité de cette occasion pour visiter le musée du Moudjahid afin d'apprendre davantage sur l'histoire de l'Algérie. L'Algérie et la Chine sont des pays amis. Je viens de Côte d'Ivoire. J'ai été fasciné par le musée et par tous les objets exposés ici.
Riche d'une collection de tableaux, de photographies et d'objets précieux, le musée du Moudjahid préserve ainsi la mémoire collective nationale. Et on fait le point sur la situation à Gaza, région meurtrie par les bombardements et les attaques sionistes, mais aussi par l'embargo général qui lui est imposé. La population qui tente de survivre aux crimes de l'occupation israélienne est décimée par la famine, la soif, le manque de médicaments, le manque de tout. Des conditions inhumaines dénoncées par un mouvement de grève lancé ce lundi. Il a été suivi dans plusieurs pays du monde, nous dit Raouf Hamouche. La situation humanitaire à Gaza est devenue apocalyptique. La vague incessante de bombardements perpétrés par l'occupation sioniste a transformé Gaza en ville fantôme, et ce, devant une inertie insolente de la communauté internationale. Les agressions sionistes sont de plus en plus violentes, ciblant toutes les régions de la bande et plusieurs villes de la Cisjordanie occupées. Dans le sud du petit territoire, des centaines de milliers de civils sont désormais acculés dans un périmètre exigu près de la frontière fermée avec l'Égypte. Selon l'ONU, plus de la moitié des habitations ont été détruites ou endommagées par la guerre dans la bande de Gaza, ce qui a entraîné le déplacement de près de 1,9 million de personnes, soit 85% de la population. L'agression sans fin de l'occupant sioniste, qui en est à son 66e jour, a fait plus de 18 000 martyrs et près de 47 000 blessés palestiniens. Plus des 2/3 sont des femmes et des enfants, les cibles tant prisées par les sionistes. Car il faut dire que 142 femmes et filles palestiniennes et des nouveau-nés de la bande sont détenus dans des prisons de l'occupation sioniste depuis le 7 octobre, selon la commission palestinienne chargée des affaires des prisonniers et ex-prisonniers. Un autre chiffre qui fait froid dans le dos, plus de 3800 Palestiniens ont été arrêtés par les occupants sionistes en Cisjordanie occupée depuis le début de l'agression. Face à ce génocide assumé sur Gaza, les Palestiniens du monde entier et toutes les personnes éprises de justice ont lancé un appel à une grève internationale afin de s'unir et de mettre fin au génocide perpétré à Gaza, au nettoyage ethnique dont sont victimes les civils palestiniens. Aussitôt lancés, aussitôt exécutés. Sur ces images, on voit des enseignes fermées, des quartiers désertiques. Le hashtag grève pour Gaza appelle au boycott des produits sionistes et de leurs alliés, en achetant rien en espèces ou en ligne, à ne pas utiliser son compte bancaire et encore moins à effectuer une quelconque transaction et carrément à ne pas quitter sa maison. Le hashtag grève pour Gaza préconise de désactiver son compte Facebook et Instagram en signe de solidarité avec le peuple palestinien. Et l'entité sioniste a carte blanche pour commettre toutes ces atrocités contre les Palestiniens via le silence ou la tiédeur des réactions internationales, le soutien militaire et logistique à l'armée de l'occupation durant ces attaques. Son grand allié de toujours, les États-Unis n'hésitent pas à débloquer des milliards de dollars et à brandir son veto au Conseil de sécurité. Bouchra Bouali. Même si les États-Unis soutiennent fermement une paix durable dans laquelle Israéliens et Palestiniens peuvent vivre en paix et en sécurité, nous ne soutenons pas les appels à un cessez-le-feu immédiat. C'est par ces propos contradictoires que les États-Unis ont opposé leur énième veto à un cessez-le-feu dans la bande de Gaza, réduisant à néant les espoirs de paix portés par le peuple palestinien, notamment par les Gazaouis, lesquels subissent un véritable nettoyage ethnique. En rejetant la résolution onusienne, les États-Unis jettent une fois de plus des brassées de bois sec dans le feu, au lieu de tenter de trouver un modus vivendi permettant de mettre un terme à une situation désastreuse qu'ils sont visiblement les seuls à ne pas mesurer la gravité. Il faut dire que dans leur soutien indéfectible à l'allié sioniste, les USA ont toujours usé et abusé de leur droit de veto. Ils l'ont d'ailleurs utilisé dans l'histoire du Conseil de sécurité 80 fois pour s'opposer aux avertissements ou aux sanctions contre l'entité sioniste pour ses occupations successives du territoire palestinien autonome. Dans plus de la moitié d'entre eux, les Américains ont agi ainsi pour protéger les sionistes des critiques internationales, allant jusqu'à s'attirer les foudres de certains pays soucieux du respect de la légalité internationale. À noter que la position américaine a tout de même connu une très brève période d'inflexion. Le 23 décembre 2016, l'abstention du président Barack Obama a par exemple permis l'adoption rarissime d'une résolution condamnant la colonisation israélienne en Cisjordanie.
Mais avec l'arrivée de Donald Trump au bureau ovale, les États-Unis ont renoué avec leur soutien indéfectible à l'entité sioniste, mettant leur veto à 2 projets de résolution critiquant la politique du gouvernement Netanyahou en 2017 et en 2018. Pour ne pas déroger à la règle, Joe Biden a lui aussi poursuivi la même politique, en s'opposant entre autres à la résolution du 18 octobre et celle du 8 décembre dernier. Et ce, en dépit des violations flagrantes du droit international humanitaire. Déplacement forcé des populations affamées par le blocus et privées d'eau, d'électricité et de carburant. Même les bombardements intenses des hôpitaux n'ont pas fait fléchir l'administration Biden qui soutient mordicus, son allié historique. Un allié que le secrétaire d'État américain en 1981, Alexander Haig, a qualifié, je cite, de plus grand porte-avions de l'Amérique, insubmersible, ne transportant aucun soldat américain et situé dans une région cruciale pour la sécurité nationale des États-Unis. Fin de citation. C'est donc tout simplement pour préserver leurs intérêts que les États-Unis ferment les yeux sur les massacres perpétrés par l'entité sioniste à Gaza et préfèrent parler de dommages collatéraux parmi les civils, alors que le bilan des victimes a dépassé le chiffre effarant de 18 000 morts. Voilà qui termine notre journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Canal Algérie.